Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode d'introduction à la philosophie. Nous allons commencer avec la première des questions philosophiques, celle de la connaissance. La philosophie signifie, étymologiquement, amour de la sagesse. Mais on aurait tort de considérer cette sagesse comme purement pratique et distincte de la connaissance théorique, puisque le terme sophia, de philosophia, en grec, renvoie d'abord à la sagesse théorique, sinon à la vision de l'essence des êtres chez Platon. La question de la connaissance, ou la question épistémologique, est dans le narratif sur la philosophie le point de départ de cette pratique. C'est davantage une histoire narrative qu'une histoire, à proprement parler, historique et factuelle. Cela commence avec Socrate, cette histoire narrative. Mais on aurait tort de penser que la philosophie commence avec Socrate. Il y a évidemment les présocratiques qui, historiquement, feraient plutôt pencher la question de la nature avant que ce soit la question de la connaissance à proprement parler, qui soit la question centrale de la philosophie. Nous allons commencer ce récit en Grèce. Socrate est désigné par un oracle. Cet oracle, c'est la Pythie, qui désigne Socrate, qui passait avec un ami, comme le plus sage de tous les hommes. À la suite de cette rencontre, il décide d'aller voir un homme qu'il considère comme apparemment plus sage. Je vais vous lire ce récit. J'allais chez un de nos concitoyens, qui passe pour l'un des plus sages de la ville, et j'espérais que là, mieux qu'ailleurs, je pourrais confondre l'oracle et lui dire « Tu as déclaré que je suis le plus sage des hommes, et celui-ci est plus sage que moi ?» Examinant donc cet homme, dont je n'ai que faire de vous dire le nom, il suffit que c'était un de nos plus grands politiques. Et, m'entretenant avec lui, je trouvais qu'il passait pour sage aux yeux de tout le monde, surtout aux siens, et qu'il ne l'était point. Après cette découverte, je m'efforçai de lui faire voir qu'il n'était nullement ce qu'il croyait être. Et voilà ce qui me rendit odieux à cet homme et à tous ses amis qui assistaient à notre conversation. Quand je l'eus quitté, je raisonnai ainsi en moi-même. Je suis plus sage que cet homme. Il peut bien se faire que ni lui, ni moi, ne cherchons rien de fort merveilleux. Mais il y a cette différence que lui, il croit savoir, quoiqu'il ne sache rien. Et que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu'en cela, du moins, je suis un peu plus sage, que je ne crois pas savoir ce que je ne sais point. À partir de cet extrait, on peut identifier deux éléments majeurs dans le rapport de la philosophie de la connaissance en règle générale. La délimitation de notre savoir, en règle générale, et l'opposition entre connaissance authentique et apparence. Tout d'abord, on observe que la philosophie opère un sentiment de distance et d'humilité sur les délimitations de notre connaissance. Socrate énonce une phrase et a conscience d'une limitation dans nos connaissances et toute forme de connaissance en règle générale. Un point de départ apparemment négatif d'un point de vue épistémique donne naissance à une avancée épistémique. On retrouvera ce type de schéma où la conscience de limite épistémique amène à une étape supérieure dans le domaine de la connaissance chez Emmanuel Kant, bien plus tard. Deuxièmement, on observe la distinction entre connaissance et l'apparence de la connaissance. Le choix du personnage du politicien n'est pas anodin. C'est un personnage dont la fonction est une fonction de tromperie dans l'imaginaire platonicien, qui est presque un topos pour beaucoup aujourd'hui. Le schéma opposant philosophe recherchant l'essence des choses et politicien soucieux des apparences est une récurrence dans les écrits platoniciens.
D'ailleurs, il faudrait clarifier l'image que l'on se fait de Socrate et de la citation devenue aujourd'hui populaire: je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. En réalité, Socrate n'endosse pas une position sceptique, radicale, qui mène à une impossibilité totale de connaître les choses. Il dit spécifiquement auparavant: il peut bien se faire que ni lui, ni moi ne sachions rien de fort merveilleux. Par rien de fort merveilleux, il ne dit pas que l'on ne sait strictement rien, mais que nous n'avons pas accès aux vérités essentielles, au socle de la connaissance. Cette phrase est à inscrire dans une relativisation du statut des représentations sensibles en comparaison avec l'idée, et ou qu'on pourrait tout aussi bien, voire mieux, appeler la forme chez Platon. Platon développe plus loin. Mais, athénien, la vérité est qu'Apollon seul est sage, et qu'il a voulu dire seulement, par son oracle, que toute la sagesse humaine n'est pas grand-chose, ou même qu'elle n'est rien. Et il est évident que l'oracle ne parle pas ici de moi, mais qu'elle s'est servie de mon nom comme d'un exemple. Et comme s'il est étudié à tous les hommes, le plus sage d'entre vous, c'est celui qui, comme Socrate, reconnaît que sa sagesse n'est rien. Convaincu de cette vérité, pour m'en assurer encore davantage, pour obéir aux dieux, je continue ces recherches et vais examinant tous ceux de nos concitoyens et des étrangers en qui j'espère trouver la vraie sagesse. Ici, Socrate utilise l'expression rien de manière assez forte. Là, il développe ici que notre connaissance, en règle générale, est faible. Cette fois-ci, il le dit de manière plus stricte dans le texte. Il dit que son nom, le nom de Socrate, n'est qu'un exemple. Tout ce rapport à la connaissance est totalement universel. Nous ne savons rien, car contrairement à la sagesse divine, qui connaît ce qui sous-tend les choses sensibles, nous ne savons pas la réalité des formes qu'il développera plus loin. Ici, on note que Socrate désigne l'activité du philosophe non comme un contenu dogmatique, mais bien comme un processus. Il utilise précisément le terme de recherche. Le terme de recherche qu'on pourrait aujourd'hui assimiler à celui qu'on utilise dans l'activité scientifique peut tout à fait être retrouvé dans les écrits de Socrate. Et la démarche épistémique est avant tout une histoire de processus, de recherche, de quelque chose qui va vers un but plus que l'objectif lui-même. La science ne cesse d'évoluer au même titre que l'activité philosophique est une activité, une action, quelque chose en mouvement et qui tend vers quelque chose plus que quelque chose qui est atteint. Nous retrouvons cette idée de bien épistémique déjà évoquée précédemment, qui est obtenue par le biais d'une connaissance d'une certaine faillibilité. Nous allons ensuite traiter de manière plus précise cette question de la connaissance en essayant de voir la théorie de Genèse, les différentes théories qui retraceront la genèse de comment nous savons les choses. Eh bien, je vous laisse donc à notre partie qui n'est plus la partie d'introduction par Socrate, mais nous allons étudier deux grandes traditions, une tradition plutôt empiriste, plutôt sensualiste, et une tradition
non empiriste, qui va au contraire se méfier des sciences, que nous appellerons vulgairement rationaliste. Mais en réalité, même la tradition empiriste donne à la raison une place assez importante, notamment chez Aristote. Ce diminutif de rationaliste n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est une convention, presque une convention Wikipédia, si j'ose dire. Il existe donc une opposition assez commune en philosophie entre une approche empiriste et une approche, à l'inverse, qui se défie des sens. L'empirisme indique que nos idées sont le produit de nos sensations. Je sais ce qu'est un lion, car j'en ai vu lorsque je suis allé au zoo étant petit, par exemple. Ou parce que j'en ai vu face à face lorsque j'étais au zoo. La connaissance est l'abstraction des formes à partir des objets sensibles, selon Aristote. L'abstraction des formes par les objets sensibles, c'est par exemple, je prends un individu lion face à face, ou son image dans un livre pour enfants, ou encore une peluche de lion comme celle-ci, et bien ça m'amène à un certain schème du lion, à distinguer une forme du lion. Nous voyons déjà un certain héritage entre la vision aristotélicienne de la connaissance et la vision platonicienne, même s'il y a une différence énorme en ce qui concerne le, le rôle donné au sens. Euh, cette thèse de la théorie de la connaissance qui donne au sens une primauté chronologique à celle des concepts, cette thèse est en théorie de la connaissance associée à la métaphore de la table rase. Cette métaphore, utilisée par Aristote, les stoïciens ou encore John Locke, c'est-à-dire que notre âme, notre intellect, est au départ vierge, comme une tablette de cire ou simplement une tablette ou simplement un journal de dessin comme celui-ci, et sur lequel on va inscrire différentes informations comme ceci. Tout d'abord, nous sommes au niveau de notre naissance et nous observons très vite un individu. Pardonnez-moi pour ce dessin qui est volontairement grossier. Et nous voyons c'est un infirmier porteur de masque. Cela s'imprime dans notre esprit et crée un premier germe de connaissance. Et ensuite, nous allons associer plein d'objets similaires et former une idée. Et c'est ainsi que se forme la connaissance selon cette théorie de la table rase, cette théorie empiriste. Nous allons étudier une tradition opposée à cette tradition empiriste. Cette tradition, j'ai décidé de la nommer la tradition antisensualiste. On pourrait l'appeler la tradition rationalisme, étant donné que de manière plus développée, certaines traditions aristotéliciennes qui incluent une certaine forme d'empirisme sont qualifiées de rationalisme. Je préférerais garder ce terme d'antisensualiste. Cette tradition, c'est une tradition qui va se méfier des sens dans l'accès à la connaissance. Cette tradition s'amène avec une certaine image d'Épinal de la vision de la connaissance selon la philosophie. Le personnage du philosophe est censé être celui qui remet en question les apparences et les prétendues connaissances des mortels avec leur appareil sensoriel déficient. Et cette réalité ne serait en fait
potentiellement qu'un simulacre. Cette image d'Épinal, on la retrouve chez le Socrate de Platon, et dans une certaine mesure avec l'idée qu'on se fait de Descartes. Mais nous allons étudier un exemple beaucoup plus ancien de cette tradition antisensualiste. Cet exemple, c'est Parménide. Alors, nous allons étudier un poème qui raconte l'histoire de Parménide qui va à la rencontre d'une déesse et qui va lui expliquer quelle est la voie de la connaissance. Je vous lis ainsi l'extrait. Allons, je vais te dire et tu vas entendre. Quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l'intelligence? L'une que l'être est, que le non-être n'est pas. Chemin de la certitude qui accompagne la vérité. L'autre, que l'être n'est pas, et que le non-être est forcément. Route où je te dis, tu ne dois aucunement te laisser séduire. Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n'est pas. Tu ne peux le saisir ni l'exprimer. Car la pensée et l'être sont une et même chose. Avant d'analyser plus en profondeur le texte que nous venons de voir, je vais aller plus loin dans le texte. Il n'est qu'une voie pour le discours, c'est que l'être soit. Par là sont des preuves, nombreuses qu'il est inengendré et impérissable. Universel, unique, immobile et sans fin. Il n'a pas été et ne sera pas. Il est maintenant tout entier, un, continu. Car quelle origine lui chercheras-tu? D'où et dans quel sens aurait-il grandi? De ce qui n'est pas? Je ne te permets ni de dire ni de le penser, car c'est inexprimable et inintelligible. Que ce qui est ne soit pas, quelle nécessité l'eût obligé. Plus tôt ou plus tard, à naître, en commençant de rien, il faut qu'il soit tout à fait ou ne soit pas. Et la force de la raison ne te laissera pas non plus de ce qui est, faire naître quelque autre chose. Ainsi, ni la genèse ni la destruction ne lui sont permises par la justice. Elle ne relâchera pas ses liens. À partir d'une prémisse purement logique et formelle de l'ordre de la raison, selon laquelle l'être est, le non-être n'est pas, il y a une inintelligibilité de ce qui n'est pas, Parménide m'en vient à dénigrer les idées de naissance et de destruction, et même celles de discontinuité, qui sont pourtant fondateurs de notre discours normal sur la vérité. Si je suis ici, c'est bien parce qu'il y a une discontinuité entre moi, cette pièce, ce lieu en peluche que nous avons vu précédemment, et vous qui êtes en train de regarder cet écran, etc. Il y a une certaine discontinuité. Et même, il y a une fin qui existe. Cette vidéo va prendre fin au bout de quelques minutes. Bien heureusement pour vous. Et il y a aussi une histoire de naissance. La naissance de votre visionnage de cette vidéo est apparu à un certain temps donné. Et bien non, tous ces éléments pourtant essentiels à la connaissance normale est ici zappé. Et tout ça, tous ces énoncés qui sont totalement en contradiction, enfin les conséquences de cet énoncé qui sont totalement en contradiction avec ce que nous renvoient nos sens, ça détruit le concept normal de connaissance. Ce type de thèse qui paraît assez lugubre et un peu étrange pour l'idée qu'on se fait de la science aujourd'hui
se base paradoxalement sur une approche assez mathématisante. Dans le premier texte que nous avons vu, Parménide tire ses conclusions ontologiques à partir de raisonnements logiques, de relations nécessaires. Et l'ensemble de son texte est organisé sous la forme prémisse-conséquence. Le primat de l'idée et de la vérité logique atemporelle sont ici euh, en opposition euh, avec le sensible. Ici, le primat de la pensée, de l'idée, on le voit clairement avec l'expression la pensée et l'être sont la même chose. Cette cette vision très critique vis-à-vis de l'approche des sens, enfin, cet aspect décapant en fait cette philosophie de la connaissance antisensualiste, on va la retrouver plus précisément chez Platon. Je vais développer ça de manière peut-être plus compréhensible pour les néophytes avec un extrait de, de chez Platon. Comment est-ce qu'on connaît les choses au quotidien si tous les sens sont détruits de cette manière-là parce qu'il y a une vérité logique impénétrable, unie, qui est plus importante que ce que nous renvoient les apparences, on va le voir. Socr- on va le voir à travers l'exemple du Ménon, le Ménon chez Platon. Je vous laisse avec les extraits que je vais vous montrer de ce texte qui sera sans doute plus clair. L'histoire du Ménon commence avec Socrate qui part à la rencontre de Ménon. Ménon est un jeune homme riche, beau, élève du sophiste Gorgias qui veut percer dans la cité et qui prétend savoir ce qu'est la vertu, qui est synonyme d'excellence chez les Grecs. Socrate lui pose alors la question de qu'est-ce que la vertu. Évidemment, cette question est faussement naïve, comme souvent avec Socrate. Je vais vous lire ce passage. Mais toi-même, mais non, au nom des dieux, dis-moi ce qu'est la vertu. Dis-le-moi sans t'en montrer jaloux. Parce que si tu fais voir que Gorgias et toi, vous savez ce qu'est la vertu, tandis que je déclarais n'avoir jamais rencontré personne qui le sût, ce serait une grande chance pour moi de m'être laissé tromper par cette trompeuse idée. Ménon répond à Socrate comme un bon gros macho patriote grec qui mange du raisin comme du sauciflard. Eh bien, ce n'est pas difficile à dire, Socrate. D'abord, si tu veux que je te fasse voir la vertu d'un homme, il est facile de répondre que la vertu d'un homme consiste à être capable d'agir dans les affaires de sa cité. Et grâce à cette activité, de faire du bien à ses amis, du mal à ses amis, tout en se préservant soi-même de rien subir de mal. Maintenant, si tu veux parler de la vertu de la femme, ce n'est pas difficile à expliquer. La femme doit bien gérer sa maison, veiller à son intérieur, le maintenir en bon état et obéir à son mari. Il y a aussi une vertu différente pour l'enfant, pour la fille et pour le garçon. Une vertu pour l'homme âgé, qu'il soit libre, si tu veux, ou esclave, si tu préfères. Et comme il existe une multitude d'autres vertus, on n'est pas embarrassé pour définir la vertu. Car on trouve une vertu pour chaque forme d'activité, pour chaque âge, et ce pour chacun de nous, par rapport à chaque ouvrage que nous nous proposons. Je pense que c'est pareil, Socrate, pour le vice aussi. Socrate, comme à son habitude, va montrer que la prétendue connaissance de son interlocuteur a en réalité des fondations assez faibles. Il lui indique que la multiplicité ne peut servir de base à la connaissance, car il faut une identité pour qu'une entité identifiable soit possible, et tente de l'amener par lui-même à chercher une unicité totalement contradictoire avec la proposition
qui a précédé, où il évoquait plein de différents types de vertus pour évoquer ce qu'est la vertu. Et pour cela, il va plus ou moins, beaucoup plus que moi, se moquer de lui. J'ai vraiment beaucoup de chance apparemment, mais non. J'étais en quête d'une seule et unique vertu, et voilà que je découvre, niché en toi, tout un essaim de vertus. Justement, dis-moi, mais non. Pour en rester à l'image de l'essaim, supporte que je t'interroge pour savoir ce qu'est une abeille dans sa réalité. Et que tu déclares qu'il y en a beaucoup, et de toutes sortes, et que je me répondrai si je ne te demandais. Est-ce que tu fais et qu'elles sont abeilles, qu'il y en a beaucoup, de toutes sortes, toutes différentes les unes des autres, ou bien veux-tu dire que le fait d'être des abeilles ne crée aucune différence entre elles, mais différent par autre chose, par exemple en beauté, en taille, ou par un attribut de ce genre. Dis-moi, si on te posait cette question, que répondrais-tu? Socrate amène déjà son interlocuteur vers l'acceptation du fait que derrière un même mot, une même idée, il y a un sens, une réalité identique. Une réalité une réalité supérieure derrière les différentes multiples instanciations que nous voyons via nos sens. Il y a quelque chose de plus derrière. Et que pour savoir ce qu'est X, il faut voir ce qui est commun à tous les exemplaires de X. Il introduit par la suite le concept clé de la philosophie platonicienne, le concept de forme ou encore d'idée. Je vais donc vous lire le développement de la notion de forme chez le Socrate, écrit par Platon. Socrate dit: Or, si je te demandais ensuite, eh bien mais non, dis-moi quelle est cette propriété qui, sans créer la moindre différence entre ces abeilles, fait qu'elles sont toutes la même chose. D'après toi, qu'est-ce que c'est? À coup sûr, tu saurais me le dire. Mais non répond oui. Socrate développe donc. Eh bien, c'est pareil aussi pour les vertus. Même s'il y en a beaucoup et de toutes sortes, elles possèdent du moins une seule forme caractéristique, identique chez toutes, sans exception, qui fait d'elles des vertus. Une telle forme caractéristique est ce qu'il faut bien savoir en vue pour répondre à qui demande de montrer ce en quoi consiste la vertu. Comprends-tu ce que je dis? On voit ici que le concept de forme, que l'on peut appeler aussi l'essence, n'est pas un simple concept littéraire. Il est l'élément constitutif qui fait de X un X et qui va être commun à tous les X. La xité de X, Platon utilise les termes de caractéristiques pour parler de cette essence, de cette forme. Il parle de forme caractéristique. Ce mot caractéristique, ça montre la dimension critériologique de la connaissance et évoque également l'unité derrière le mot et le caractère général dans cette tentative de connaître les choses. Pour donner un exemple concret pour comprendre le terme de forme, je vais réutiliser l'exemple de l'abeille, cet exemple tout simple donné par Socrate. Une abeille, il faut donner les critères de nécessité et de suffisance pour appartenir à cette catégorie. Qu'est-ce qui est nécessaire et suffisant pour être une abeille? Je vais donner une définition assez sommaire de l'abeille. Je vais dire que c'est un insecte ailé à rayures cultivant du miel. Et ça, c'est la définition de l'abeille. Mais pour Socrate, ça va pas juste être une définition terminologique. Ça va être la forme de l'abeille. C'est une réalité derrière toutes ces abeilles sensorielles. Il y a cette forme qui est une vérité qui se cache derrière les choses. Et nous avons développé c'est quoi cette forme d'abeille. Bon, on va voir un peu plus ce qu'est une forme,
une définition, enfin, ce qu'ils ont en commun en tout cas, c'est il faut avoir des critères de nécessité et de suffisance. Si je dis que l'abeille est juste un insecte volant rayé, alors on pourrait confondre bourdon ou encore guêpe avec une abeille. Donc il est nécessaire d'être un insecte volant rayé pour être une abeille, mais ce n'est pas suffisant. À l'inverse, je vais prendre un autre exemple pour voir le cas inverse où on a la suffisance mais on n'a pas quelque chose de nécessaire. Je vais reprendre mon exemple du lion. Si on dit que un lion est un fauve sociable vivant en Afrique, c'est suffisant pour désigner un lion, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que tous les fauves sociables vivant en Afrique sont des lions. Entre parenthèses, les autres fauves sont pas sociables. C'est pour ça que j'ai précisé la notion de sociable. Je me retrouve. Oui. Et donc, j'exclus les lions d'Asie si je prends fauve sociable vivant en Afrique comme étant la définition du lion. Euh, voilà, donc il est suffisant d'être un fauve sociable pour être un lion, mais ce n'est pas nécessaire. Plus loin dans le Ménon, il va développer le concept de forme et comment on a accès à ces formes, et c'est ce texte que je vais vous lire par la suite. Plus loin dans le Ménon, Socrate ou encore le Socrate de Platon décrit plus précisément que notre moyen d'accéder à ces formes, décrites précédemment, est par le souvenir ou la réminiscence de notre âme qui est immortelle et immatérielle, au même titre que ces formes qui partagent cette même nature intemporelle et immuable et immunisée au monde des sens qui, comme nous l'avons vu avec l'exemple de Parménide, offre les illusions du changement, de la discontinuité et de la non-permanence, de la naissance et de la destruction. Il dit ainsi, immortel, et maintes fois renaissance, l'âme a tout vu, tant ici-bas que dans l'Hadès. L'Hadès signifie les enfers. Et il n'est rien qu'elle n'ait appris. Aussi, il n'y a rien d'étonnant à ce que, sur la vertu et sur le reste, elle soit capable de se ressouvenir de ce qu'elle a su antérieurement. On voit, à travers cette théorie de la connaissance comme réminiscence, une opposition nette avec la thèse de la tabula rasa. L'accès des formes invariantes par la réminiscence se distingue de l'expérience sensible qui s'acquiert, puisque les formes appartiennent au domaine de l'atemporel. Toutes les abeilles qui existeront correspondent à la définition, à la forme d'abeille. Et c'est la même chose pour les vertus. Le mode d'acquisition de la connaissance est lié à une certaine conception des universaux. Pour la théorie platonicienne ou la théorie du réalisme des idées, le cas individuel est une instantiation de la forme immuable, à l'inverse pour les conceptualistes comme Aristote qui ont plutôt une vision empiriste. Pour la théorie platonicienne des idées, c'est l'universel qui est le réel. A l'inverse, une position empiriste comme celle d'Épicure va être reliée à une forme de nominalisme souvent. Les universaux sont juste une convenance, des codes, des noms qui permettent de regrouper les individus, même si en réalité il n'existe pas d'universaux mais seulement des individus. Les universaux ne seraient que des abstractions. Cette abéité, cette essence de l'abeille, la forme, ne serait que pour un nominaliste qu'un concept pratique qui permet de regrouper tout un tas d'individus qui en fait sont artificiellement regroupés dans un même groupe. Les universaux n'existent selon cette théorie que comme code.
Nous reviendrons plus tard sur cette position à travers l'exemple de Nietzsche dans son concept de vérité et sa critique de la notion de connaissance platonicienne. Voilà. Donc nous avons vu la théorie de la connaissance dans sa présentation platonicienne et la théorie antisensualiste en opposition avec la tradition plus empiriste avec la métaphore de la tabula rasa. Et nous allons étudier un exemple qui va essayer de créer une forme de synthèse, une forme de législation sur ces différents modes de connaissance, une tentative de voie médiane et même de critique de ces deux types de théories à travers un exemple beaucoup plus moderne que les exemples présocratiques ou l'exemple du Socrate de Platon. Nous allons étudier plusieurs passages de l'introduction de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Je vais vous retrouver pour traiter ces textes. L'opposition entre empirisme et la tradition antisensualiste, au-delà d'une opposition conceptuelle puissante, peut paraître comme insoluble. C'est bien plus tard, après la période antique, en 1781, que Emmanuel Kant va tenter de poser un dépassement de ce débat qu'il expose dans la préface de sa critique de la raison pure, comme un espèce de duel mythologique dont aucun des deux partis ne peut prendre le dessus sur l'autre. À la manière du duel entre le renard de Thomès, le renard insaisissable qu'on ne peut attraper, et l'Élaps, le chien infaillible qui ne peut manquer sa cible. Kant va tenter de montrer dans cette critique de la raison pure qu'il y a une insolvabilité intrinsèque à ce conflit. Cette insolvabilité intrinsèque n'est pas d'ordre uniquement temporel. Ce n'est pas juste un combat sans fin qui s'est développé dans l'histoire de la philosophie comme une espèce de guerre de 100 ans dans le domaine guerrier. C'est un duel qui est d'ordre profondément logique et il va essayer de le montrer dans cette critique de la raison pure. Mais nous allons noter que il utilise un véritable point de vue historique pour développer ces tensions logiques. Ce combat entre empirisme et la tradition rationaliste anti-empiriste, il va jusqu'à utiliser, comme vous le voyez souligné ici, l'expression de champ de bataille. Je vais vous lire ce passage de la première préface de la critique de la raison pure. Voici. La raison humaine est soumise dans une partie de ses connaissances à cette condition singulière qu'elle ne peut éviter certaines questions et qu'elle en est accablée. Elles lui sont suggérées par sa nature même, mais elle ne saurait les résoudre parce qu'elles dépassent sa portée. Ce n'est pas sa faute si elle tombe dans cet embarras. Elle part de principes dont l'usage est inévitable dans le cours de l'expérience et auxquels cette même expérience donne une garantie insuffisante. À l'aide de ces principes, elle s'élève toujours plus haut, comme l'y porte d'ailleurs sa nature, vers des conditions plus éloignées. Mais s'apercevant de cette manière, son œuvre doit toujours rester inachevée, puisque les questions ne cessent jamais. Elle se voit contrainte de se réfugier dans des principes qui dépassent tout usage expérimental possible, et qui pourtant paraissent si peu suspects que le sens commun lui-même y donne son assentiment. Mais aussi, elle se précipite par là dans une telle obscurité et dans de telles contradictions qu'elle est portée à croire qu'il doit y avoir
quelques erreurs cachées, qu'elle ne puisse la découvrir. Parce que les principes se, dont elle se sert, sortant des limites de toute expérience, n'a plus de pierre de touche. Le champ de bataille où se livrent ces combats, sans fin, voilà ce qu'on nomme la métaphysique. Eh bien, on peut voir dans cet extrait que Kant s'intéresse spécifiquement à des facultés. Il s'intéresse à la raison humaine et à l'expérience en tant que faculté. Il ne va pas s'intéresser directement aux objets tels que l'a fait Platon en s'intéressant aux formes ou même euh, à, tel que le concept de tabula rasa pourrait donner à l'expérience qui s'inscrivrait sur la table de cire. Il s'intéresse spécifiquement au sujet plus qu'à l'objet auquel est confronté le sujet dans cette critique de la raison pure. Et nous pouvons voir à travers les exemples soulignés qu'il utilise un vocabulaire euh, juridique. Il va se poser en législateur par la suite pour régler ce conflit insoluble. Dans les parties marquées en gras, on voit que il expose que la raison humaine se trouve dans un problème épistémique qui l'emmène à ne pas remplir son objectif tel qu'il a été présenté dans la tradition antisensualiste. Il est marqué par l'obscurité, il est marqué par la contradiction. Ce sont deux erreurs à la fois formelles et à la fois compréhensives qui étaient pourtant l'un des objectifs que recherchait la tradition antisensualiste. Je vous rappelle la démarche de Parménide et l'exemple de Platon. Nous allons voir plus en détail comment Kant va décrire ce combat politique historique dans l'histoire des idées. Nous continuons donc de lire cet extrait de la préface de la critique de la raison pure. Il fut un temps où elle était appelée la reine de toutes les sciences. Et si l'on répute l'intention pour le fait, elle mettrait bien ce titre glorieux par la singulière importance de son objet. Mais aujourd'hui, il est de mode de lui témoigner un mépris absolu. Et cette antique matrone, abandonnée et repoussée de tous, peut s'écrier avec écume modo maxima rerum tot generis natisque ponens nunc traor exul inops. Ovide Métam. Sa domination fut d'abord despotique, c'était le règne des dogmatiques. Mais comme ces lois portaient encore les traces de l'ancienne barbarie, des guerres intestines la firent tomber peu à peu en pleine anarchie. Et les sceptiques, espèces de nomades qui ont en horreur tout établissement fixe sur le sol, rompaient de temps en temps le lien social. Mais, comme par bonheur, ils étaient peu nombreux, ils ne pouvaient empêcher les dogmatiques de chercher à reconstruire à nouveau l'édifice renversé, sans avoir d'ailleurs de plan sur lequel ils fussent d'accord entre eux. À une époque plus récente, une certaine physiologie de l'entendement humain, je veux parler de la doctrine de l'illustre Locke, sembla un instant devoir mettre un terme à toutes ces querelles et prononcer définitivement sur la légitimité de toutes ces prétentions. Mais quoique notre prétendue reine eût une naissance vulgaire, ou qu'elle fût sortie de l'expérience commune, et que cette extraction dût rendre ses prétentions justement suspectes, il n'y arriva que, comme on lui avait en effet fabriqué une fausse généalogie, elle continua de les soutenir, et qu'ainsi tout retomba dans le vieux dogmatisme vermoulu, et par la suite dans le mépris auquel on aurait voulu soustraire la science. Aujourd'hui, après que toutes les voies, à ce que l'on croit, ont été vainement tentées, le dégoût ou une parfaite indifférence, cette mer du chaos et de la nuit,
règne dans les sciences, mais là aussi est, sinon l'origine, du moins le prélude de leur transformation ou d'une rénovation qui fera cesser l'obscurité, la confusion et la stérilité où ils avaient réduite un zèle malentendu. Donc on peut voir à travers les termes usés dans ce texte qu'il y a vraiment un usage politico-juridique euh, chez Kant. On voit l'expression reine de toutes les sciences, on voit l'expression de loi, d'ancienne barbarie. On a vraiment des qualifications qui sont riches en images et qui permettent de donner un certain dynamisme à cette querelle qui est une querelle logique entre raison et sens et on a vraiment un véritable désir de mettre de mettre ce conflit comme dans une intrigue en fait. Et cette intrigue, elle est pleine de rebondissements. On a d'abord l'idée d'un règne sans partage de la métaphysique du camp antisensualiste, très clairement, et plutôt des successeurs du camp antisensualiste, pour être plus précis. Et ensuite, on a un passage où les sceptiques sont qualifiés d'une espèce d'anarchiste. Euh, et ensuite, on se retrouve vraiment avec l'idée d'un sauvetage temporaire par le camp empiriste, avec un exemple cette fois euh, clairement historique dans la philosophie avec le personnage de Locke. Et en fait, ce que Kant essaie de faire dans ce passage, c'est d'installer une idée de champ de bataille où il y a une partie de désespoir qui s'installe, il le dit bien à la fin, et c'est là où il va arriver comme héros, en fait, d'une certaine manière, comme législateur dans ce combat de la philosophie de la connaissance. On voit vraiment que ce, ce projet a en tête que de régler un conflit qui date. Je vous retrouve tout de suite avec un exemple, avec la suite de la préface de la critique de la raison pure. Kant continue à propos du désespoir précédemment installé euh, et va développer en quoi ce désespoir est en fait germe d'une potentialité nouvelle. Elle n'est pas évidemment l'effet de la légèreté, mais bien de la maturité du jugement, d'un siècle qui n'entend plus se contenter d'une apparence de savoir, et qui demande à la raison de reprendre à nouveau la plus difficile de toutes ses tâches, celle de la connaissance de soi-même, et d'instituer un tribunal qui, en assurant ses légitimes prétentions, repousse toutes celles qui sont sans fondement, non pas une décision arbitraire, mais au nom de ces lois éternelles et immuables. En un mot, la critique de la raison pure elle-même. J'entends en point par là une critique des livres et des systèmes, mais celle de la faculté de la raison en général, considérée par rapport à toutes les connaissances auxquelles elle peut s'élever, indépendamment de toute expérience. Par conséquent, la solution de la question de la possibilité ou de l'impossibilité d'une métaphysique en général et la détermination de ses sources, de son étendue et de ses limites, tout cela suivant de fermes principes. Kant, ici, décrit son projet à proprement parler. Il utilise les termes d'instituer un tribunal. On voit l'esprit législatif de Kant. Ici, Kant reproche clairement, on voit le terme d'apparence de savoir. J'ai décidé de mettre en gras les termes épistémiques et de garder le soulignage pour la partie juridico-politique. Donc, on voit
que le terme de l'apparence de savoir, qui était déjà une question fondamentale chez Socrate, et ce que Socrate reprochait à ses adversaires sophistes ou tout simplement le politique auquel il était confronté dans l'apologie de Socrate que nous avons précédemment vu. Nous retrouvons l'idée de connaissance de soi-même, et c'est là où on voit vraiment que Kant, comme précédemment évoqué, s'intéresse au sujet en soi et non pas seulement ne voit pas l'histoire de la le concept de connaissance comme une donnée purement externaliste, mais comme quelque chose qui se situe par rapport au sujet. C'est une approche beaucoup plus internaliste de la philosophie de la connaissance. Et nous voyons ensuite que Kant va essayer de clarifier sa démarche. Il dit qu'il va tenter de repousser euh, tout, euh, tout ce qui est sans fondement et va tenter de trouver des lois qui régissent la raison et donc délimitent son pouvoir de connaître. Ce, ce terme, et nous voyons en fait que Kant reste dans la tradition philosophique en ce qu'il essaie de retrouver ce rapport à l'universel, mais ici il ne le placera pas dans l'universel des idées dans, euh, dans l'universel découvert par l'âme. Ce n'est pas quelque chose d'externe, mais c'est bien les lois éternelles de la raison. Il décide de s'intéresser euh, aux idées, non pas telles que Platon le définissait par des formes extérieures qui sont une réalité indépendante de nous, mais bien comme structure de la représentation des phénomènes. Il dit très bien qu'il n'entend point faire une critique des livres et des systèmes de la raison. Donc en fait, il va critiquer une faculté. Et c'est là où on voit ce domaine internaliste présent chez Kant, lorsqu'il parle typiquement de faculté. Euh, ce, cette, cette approche où il dit qu'il ne parlera pas de livres de système s'inscrit vraiment dans l'idée de mettre un espèce de chaos au niveau épistémique aux thèses adverses. Et c'est aussi pour ça qu'on peut faire des critiques à Kant d'ailleurs. L'idée comme quoi on pourrait régler en fait tous ces problèmes épistémiques, on pourrait dire que c'est faire preuve d'une potentielle euh, naïveté. On voit dans cet extrait, comme je l'ai dit, l'établissement d'un programme en fait, et d'un programme sur comment est-ce qu'il compte gérer la délimitation des pouvoirs de la raison. Je vais donc finir cette partie sur la préface de la critique de la raison pure ici. Nous allons nous retrouver plus sur des passages épistémiques précis plus loin dans l'œuvre afin que vous compreniez la théorie de la connaissance kantienne à proprement parler. Là, c'était surtout pour vous parler du projet d'Emmanuel Kant et comment celui-ci présentait son projet et par rapport à quoi en fait s'inscrit ce projet. Le travail de délimitation de pouvoir épistémique ne se limite pas à une délimitation des pouvoirs de la raison. Dans cet extrait de l'introduction de la critique de la raison pure, nous allons pouvoir voir que Kant ne fait pas seulement une délimitation des pouvoirs de la raison dans son travail de la critique de la raison pure,
mais va tenter d'établir aussi euh, un certain, une certaine inscription de où se situe l'expérience par rapport à nos connaissances. Celui-ci dit ainsi: il n'est pas douteux que toutes nos connaissances ne commencent avec l'expérience, car par quoi la faculté de connaître serait-elle appelée à s'exercer si elle ne l'était point par des objets qui frappent nos sens et qui d'un côté produisent d'eux-mêmes des représentations et de l'autre excitent notre activité intellectuelle à les comparer, à les unir ou à les séparer, et à mettre ainsi en l'œuvre la manière brute des impressions sensibles pour en former cette connaissance des objets qui s'appelle l'expérience. Aucune connaissance ne précède donc en nous, dans le temps, l'expérience. Et toutes commencent par elle. On a déjà, et il place une importance chronologique de l'expérience, mais il va à dire, mais si toutes nos connaissances commencent avec l'expérience, il n'en résulte pas qu'elles dérivent toutes de l'expérience. Donc là, on a une priorité chronologique qui ne saurait donner naissance à une omnipotence. Donc on peut parler d'une certaine activité d'équilibriste, d'une activité de négociateur que Kant place entre la tradition antisensualiste et la tradition empiriste. Et nous voyons ici que Kant est très précis dans dans ces termes. C'est-à-dire que ici, on voit une importance chronologique qui ne donne pas naissance un, à une omnipotence épistémique. Euh, et nous allons voir par la suite à travers la classification des différents types de jugements, la table des jugements, que pour Kant, il existe différents types de jugements qui sont liés à différents types de connaissances que nous allons étudier tout de suite à travers les catégories kantiennes que je vais vous afficher tout de suite. Notre philosophe allemand va d'abord développer deux catégories de la connaissance, enfin un axe de catégorie de la connaissance, la distinction a priori et la distinction a posteriori. La distinction a posteriori représente la connaissance qui est indépendante de l'expérience. Par exemple, 2 plus 2 égale 4 est un jugement a priori, étant donné il y aura toujours 2 plus 2 égale 4. Il y a dans ce jugement une nécessité qui est tout à fait indépendante de la notion d'expérience. Alors que par exemple un jugement a posteriori, c'est un jugement dépendant de l'expérience qui pourrait être autre. Par exemple, la découverte de l'existence des plumes chez les T-Rex par les archéologues, c'était pas nécessaire que le T-Rex possède en réalité des plumes. Euh, et cette découverte qui peut aussi être fausse, il y a une certaine probabilité là-dedans. En fait, là, on se retrouve avec la spécificité des jugements a posteriori qui n'ont pas n'ont pas n'ont nécessairement pas de nécessité. Mais il y a une certaine force empirique, justement dans les jugements dits a posteriori. Un autre axe donné par Kant pour classifier la connaissance, c'est l'opposition entre les jugements synthétiques et les jugements analytiques. Les jugements analytiques, l'information est contenue dans l'énoncé. Par exemple, lorsque je dis qu'un carré est un quadrilatère, je formule quelque chose qui est nécessaire. C'est là le prédicat quadrilatère est déjà inclus dans la notion de carré.
on dit que ce type d'énoncé est purement explicatif. C'est-à-dire qu'il n'ajoute rien à, ce dont il dit euh, dans ce type de jugement. A l'inverse, un jugement synthétique, par exemple, cet ours en peluche est porteur d'une salopette bleue, est tout à fait un jugement synthétique parce que le concept d'ours en peluche ne contient pas de porter le fait d'avoir une salopette bleue. Il peut y avoir des ours en peluche qui, par exemple, possèdent un uniforme rouge comme celui-ci. J'espère que vous avez compris ici l'entreprise kantienne qui va tenter à nouveau de délimiter les différents euh, types de domaines auxquels s'applique la connaissance et aussi de distinguer quels sont les types de connaissances et donc de voir différents types de domaines auxquels vont s'appliquer les facultés que nous allons traiter plus en rapport à nouveau le rapport de Kant aux facultés dont nous avons déjà parlé précédemment. Ces types de connaissances font interagir de manière différente les trois catégories anciennes entre intuition, raison et, entendement. Cette multiplicité des types de jugements va aussi amener des questionnements liés au croisement des différentes catégories. C'est-à-dire que les axes a priori et a posteriori sont toujours opposés. C'est pas possible d'avoir les deux à la fois, synthétique et analytique, mais on peut se poser des questions sur les combinaisons. Pardon. A priori, on serait plutôt tenté de penser que le synthétique va nécessairement avec l'a posteriori et que l'analytique va avec l'a priori, mais justement, Kant va poser une véritable question, c'est que certaines propositions sont à la fois synthétiques, c'est-à-dire elles ne répondent pas à l'intérieur de leur questionnement avec un prédicat déjà inclus dans, dans l'énoncé, mais est à la fois une énoncé qui n'est pas a posteriori, donc vérifiable dans les faits. Par exemple, les questions métaphysiques ou encore des questions d'ordre géométrique, selon Kant, vont entrer dans ce type de catégorie, et là, ça pose un problème au niveau de la connaissance très fort. Son projet pour qualifier les énoncés métaphysiques est au cœur de la critique de la raison pure, comme nous l'avons vu précédemment, où il parle de cette reine qui est la métaphysique. Et plus tard, dans son critique de la faculté de juger, il introduira aussi les jugements esthétiques dans cette catégorie qui mixe le synthétique et l'a priori. Nous allons voir une toute dernière phrase de Kant très importante juste avant de passer à un autre philosophe dans cette vidéo de vulgarisation des différents concepts de philosophie de la connaissance. Pour en revenir au dissensus entre empirisme et rationalisme précédemment évoqué, Kant ne se contente pas de créer une délimitation entre les modes d'accès de la connaissance, il ne se contente pas de faire un pacte de non-agression, mais va tenter de montrer qu'il y a une véritable interaction nécessaire entre les différentes facultés de l'esprit, entre la raison, l'entendement et l'intuition sensible, et l'intuition pure d'ailleurs, dans la formation de nos connaissances.
on peut noter dans un extrait très important de la critique de la raison pure qui va dans ce sens. Je vais donc vous lire ce passage. Aucune de ces deux propriétés n'est à privilégier et par rapport à l'autre. Sans la sensibilité, nul objet ne nous serait donné, et sans l'entendement, aucun ne serait pensé. Des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concept sont aveugles. Par conséquent, il est toujours nécessaire de rendre sensibles ces concepts, c'est-à-dire de leur adjoindre l'objet dans l'intuition, que de se rendre intelligibles ces intuitions, c'est-à-dire de les subsumer sous des concepts. Les deux pouvoirs ou capacités ne peuvent pas non plus échanger leurs fonctions. L'entendement ne peut rien intuitionner et les sens ne peuvent rien penser. C'est seulement dans la mesure où ils se combinent que peuvent se produire la connaissance. Nous avons donc à la fois une répartition des rôles, telle que précédemment évoquée, mais nous avons également une jonction. Cette jonction inclut que chaque partie joue un rôle qui n'est pas substituable. Euh, et nous voyons dans cet extrait que Kant va tenter de mettre les choses à leur place dans un point de vue juridique, tel que nous l'avons évoqué à travers l'exemple de la préface de la critique de la raison pure, mais également va délimiter les procédures de jonction entre les deux pouvoirs de la raison que forment l'intuition et, euh, et l'entendement. Nous voyons dans cette démarche une véritable euh, réconciliation de deux grandes tensions que nous avons vues historiquement se dévoiler avec l'empirisme contre la tradition antisensualiste. Euh, nous en avons terminé avec cette tentative de réconciliation kantienne et nous allons aller plus loin en prenant l'exemple euh, de un exemple de philosophie de la connaissance qui sera plus radical en un sens dans sa proposition de la fondation de la connaissance. Cet exemple sera Nietzsche. Néanmoins, ces exemples ne sont pas une juxtaposition, ne sont pas juste une juxtaposition de penseurs, mais nous montrent des véritables tournants dans l'histoire de la pensée où chacun de ces auteurs tente de se répondre et de répondre à des problématiques communes sur la fondation de la connaissance. Ici, l'approche que nous venons de voir de Kant, c'est une approche qui va s'intéresser de près aux facultés, leurs jonctions et leur délimitation. On s'intéresse ici au sujet plus encore que le rapport entre des entités qui seraient les idées ou même les données des sens. Ce rapport est avant tout un rapport posé sur le sujet et les structures, et ses facultés qui vont structurer ses pensées. Euh, c'est un mouvement qui d'ailleurs a été initié par David Hume. Je ne développerai pas dans cette vidéo, je pense qu'elle est déjà bien assez longue. Et nous allons tout de suite s'attaquer au problème de la critique radicale de la connaissance chez Nietzsche. Nous avons donc vu, dans un premier temps, une histoire de la philosophie qui tentait en premier lieu de donner une source fiable de la connaissance, avec l'exemple empiriste et le contre-exemple platonicien. Dans un second temps, nous avons vu une tentative de délimiter les pouvoirs de connaître de manière a priori chez Kant, mais nous avons toujours eu là une idée plus ou moins fiable de la connaissance et de ses fondations. Que ce soit les idées chez Platon
l'essence chez les empiristes ou la jonction de nos facultés chez Kant, il y a une possibilité de connaissance euh, du monde qui est revendiquée. Et je vais donc, dans un dernier temps, vous exposer une vision tout à fait déflationniste qui va aller à contre-pied d'un pouvoir de connaître qui serait d'une certaine manière noble, avec l'exemple de Nietzsche qui traite cette question dans Vérité et mensonge au sens extramoral. Nietzsche commence par nous narrer l'histoire de la connaissance comme une parodie de conte. Il y eut une fois, dans un recoin éloigné de l'univers, répandu en d'innombrables systèmes solaires scintillants, un astre sur lequel des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut là la plus orgueilleuse et la plus mensongère minute de l'histoire universelle. Ici, nous arrivons tout de suite à une idée paradoxale. La connaissance serait inventée, ce qui suppose qu'elle n'est pas le résultat de l'appréhension d'une donnée qui précède l'homme. Son invention est liée à un vice, celui de l'orgueil. Le choix de ce vice pour décrire l'invention de la connaissance n'est pas anodin. L'orgueil est le péché capital majeur dans la religion chrétienne. Nietzsche réitère le mouvement de parodie du christianisme qu'il avait déjà effectué dans son Ainsi parlait Zarathustra. De surcroît, ce péché d'orgueil associé à la connaissance va totalement contre l'image d'humilité devant une connaissance qui devrait en théorie s'imposer à nous. L'autre paradoxe, plus évident encore, est de décrire l'origine de la connaissance comme mensongère, soit l'inverse de la norme du vrai qui, de prime abord, est la condition nécessaire de la connaissance. Le mensonge est d'autant plus opposé à la connaissance parce qu'il n'est pas seulement une croyance fausse, mais un acte volontaire d'opposition au vrai, à la norme du vrai, ou du moins une recherche du contraire du vrai, si l'on inclut le fait de se mentir à soi-même, par exemple, comme un mensonge. On recherche le contraire du vrai lorsque on se ment sur les intentions malveillantes de quelqu'un considéré comme un ami, par exemple. Donc, pour expliciter cette origine de la morale, Nietzsche va aller expliciter son raisonnement un peu plus loin. Pensons encore en particulier à la formation des concepts. Tout mot devient immédiatement concept par le fait qu'il ne doit pas servir justement pour l'expérience originale, unique, absolument individualisée, à laquelle il doit sa naissance, c'est-à-dire comme souvenir, mais qu'il doit servir en même temps pour des expériences innombrables, plus ou moins analogues, c'est-à-dire, à strictement parler, jamais identiques, et ne doit donc convenir qu'à des cas différents. Tout concept naît de l'identification du non-identique. Aussi, c'est certainement qu'une feuille n'est jamais tout à fait identique à une autre. Aussi certainement, le concept feuille a été formé grâce à l'abandon délibéré de ces différences individuelles, grâce à un oubli des caractéristiques, et il éveille alors la représentation comme s'il y avait dans la nature, en dehors des feuilles, quelque chose qui serait la feuille. Nietzsche retrace une genèse impure du concept. Il parle de trahison envers ce qui l'a fait naître. Nietzsche ne dit pas que le concept est l'identification du non-identique, mais dit que le concept naît de l'identification du non-identique. On parle de naissance plutôt que d'être ici. Il faut être attentif à cette approche génétique qui est typique de l'approche biologisante chez Nietzsche.
Le concept qui forme la connaissance est le produit qui apparaît en un travestissement à proprement parler du réel. Faire comme si non A était A, la vérité tiendrait alors sa source de son contraire. Ici, Nietzsche prend une position nominaliste sur les universaux. C'est comme nous l'avons précédemment vu, la position opposée à celle de Platon. L'universel n'existe pas dans les choses, seulement dans les mots. D'ailleurs, le concept n'est pas pris comme gain, comme découverte, mais comme une soustraction. On le voit dans cet extrait que il y a une soustraction des caractéristiques individuelles des feuilles pour créer la feuille. Il n'y a pas un ajout de la connaissance lorsqu'on forme des concepts, mais bien un appauvrissement, ce qui est assez contre-intuitif euh, avec la valeur morale que nous attribuons au concept de connaissance. Cette soustraction est présentée comme un abandon délibéré. Il n'est pas le produit d'une révélation, comme ce qu'on pourrait trouver chez Platon, mais bien le produit d'un oubli. Plus loin, Nietzsche énonce: l'omission de l'individuel et du réel nous donne le concept comme elle nous donne aussi la forme. Là où au contraire la nature ne connaît ni forme ni concept, donc pas non plus de genre mais seulement un X, pour nous, inaccessible et indéfinissable. Celui-ci insiste sur le caractère soustractif du concept en le caractérisant comme une omission de l'individuel, mais va plus loin dans cette vision de la vérité en le définissant comme une omission du réel. On voit ici que le concept de forme qu'on avait déjà évoqué chez Platon n'est plus du tout associé à la réalité, mais est défini comme quelque chose qui est purement linguistique. Il n'existe plus dans le réel, et le réel est justement caractérisé par son absence de forme. Donc on retrouve un anti-platonisme, ou plutôt un anti-socratisme, dans cet extrait de Nietzsche. Euh, le caractère désenchanteur vis-à-vis de la connaissance prend son point culminant avec la phrase: c'est seulement grâce à sa capacité d'oubli que l'homme peut parvenir à croire qu'il possède une vérité au degré que nous venons de l'indiquer. C'est donc une déficience psychologique, un aveuglement volontaire qui est condition nécessaire pour fonder la vérité. Et donc c'est ainsi que le mensonge est nécessaire dans la production du concept de connaissance. Ce désenchantement au sujet de la vérité prend une racine non seulement généalogique sur ce qu'est un concept, mais prend également source dans une analyse anthropologique que l'on pourrait même appeler genèse zoologique de la connaissance. L'intellect, en tant que moyen de conservation de l'individu, déploie ses principales forces dans le travestissement, car c'est le moyen par lequel se maintiennent les individus plus faibles, moins robustes, qui ne peuvent pas se permettre de lutter pour l'existence à coups de cornes ou avec la mâchoire affilée des bêtes de proie. C'est chez l'homme que cet art du travestissement atteint son sommet. Illusion, flagornerie, mensonge et tromperie, commérage, parade, éclat d'emprunt, masque, convention hypocrite, comédie donnée aux autres et à soi-même. Bref, le sempiternel voltigement autour de cette flamme unique, la vanité. Tout cela impose si bien sa règle et sa loi, que presque rien n'est plus inconcevable que la naissance parmi les hommes d'un pur et noble instinct de vérité. Cet extrait s'inscrit à contre-courant de la définition aristotélicienne de l'homme comme animal rationnel aspirant à la vérité. La vérité n'est pas un bien auquel notre âme rationnelle tend, mais bien un phénomène d'adaptation assez bas. Un phénomène caractérisé par le mensonge, comme nous l'avons déjà vu précédemment.
L'intellect est un symptôme d'une stratégie animale. La stratégie d'un animal faible, on retrouve cet aspect déflationniste précédemment évoqué. Le terme de travestissement implique la dimension de mensonge et il permet de l'appuyer. Elle s'oppose à la notion traditionnelle de la vérité. On voit que tout cet aspect de flagornerie que décrit Nietzsche montre que ce qu'on appelle vérité cache en fait l'inverse de la franchise et cache une certaine bassesse comparée à une certaine franchise de la force que l'on trouve chez les animaux qu'il décrit avec les bêtes de proie et les animaux à cornes. Euh, il justifie plus loin cette invention d'une vérité apparente à travers l'idée de la création d'un code commun où il poursuivra cette approche zoologique. Dans la mesure où l'individu veut se maintenir face à d'autres individus, il n'utilise l'intellect dans un état de choses naturelles qu'à des fins de travestissement. Or, étant donné que l'homme, à la fois par nécessité et par ennui, veut vivre dans une société et dans un troupeau, il a besoin d'un accord de paix et cherche du moins à faire disparaître de son univers le plus grossier bellum omnium contra omnes. Cet accord de paix ressemble à un premier pas dans l'acquisition de notre énigmatique instinct de vérité. Maintenant, en effet, se trouve fixé cela qui, désormais, sera de droit la vérité. Dans cet extrait, nous pouvons voir que Nietzsche donne une origine strictement utilitaire de la vérité, qui s'oppose à la dimension à l'éthique présente chez Platon ou Aristote. Cette dimension utilitaire est basée sur des aspects biologiques, comme précédemment évoqué. Nous avons le terme de nécessité, comme nécessité naturelle, qui est utilisé dans cet extrait. Nous avons évidemment une origine passionnelle, avec l'exemple de l'ennui. Et nous avons une idée de menace de la guerre de tous contre tous qui sert origine non noble de la vérité. Et nous avons donc dans cet extrait une vision purement conventionnelle de la vérité qui va servir à quelque chose. D'où cet aspect utilitaire. Nous allons voir plus loin comment Nietzsche exemplifie l'exemple de ce caractère codifié de la vérité à travers l'exemple du mensonge. Le menteur utilise les désignations valables, les mots, pour faire apparaître l'irréel comme réel. Il dit, par exemple, je suis riche, alors que pauvre serait pour son état la désignation correcte. Il maltraite les conventions établies par des substitutions arbitraires et même des inversions de mots. S'il fait cela par intérêt et en plus d'une façon nuisible, la société lui retirera sa confiance et du même coup l'exclura. À travers cet exemple, Nietzsche explique la dimension grégaire, déjà évoquée avec l'exemple de troupeau que nous avons vu précédemment. Et nous voyons que le menteur, ici, est caractérisé par sa trahison de convention. Ici, ce terme de convention est explicitement nommé. Il prend l'exemple de l'intérêt de la cité pour... il prend cela comme critère, et non comme exemple, de la méfiance envers le mensonge. Donc nous n'avons pas une histoire de mensonge qui serait en soi mauvais car
faillant à une norme qui serait la norme de la vérité à laquelle nous aspirons en tant qu'animal rationnel, mais bien parce que il y a un caractère nuisible par rapport au troupeau. Euh, on, on voit ici que la vérité est encore une fois utilisée de façon strictement utilitaire et est mise en relation avec toujours une zoologie, une anthropologie qui est celle de l'homme en tant qu'animal social, animal grégaire. Ce regard radical sur la connaissance est puissant philosophiquement. Puissant car radical. Aussi radical dans un sens que son extrême inverse, la théorie platonicienne de la connaissance. Cette thèse est séduisante à la fois conceptuellement et poétiquement. La connaissance et sa lumière apparente prendra pour socle les ténèbres du mensonge de l'exclusion du réel et de l'individuel que nous avons précédemment vu. Et elle tire son origine d'un sentiment grégaire et au final indifférent à la vérité en soi, mais seulement en tant qu'elle sert le groupe. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'elle est le dernier exemple de la théorie de la connaissance évoquée dans cette vidéo qu'elle en est le point final. Il serait difficile de reconnaître d'un point de vue évolutionniste un écart radical entre les représentations produites par l'intelligence humaine et les rapports réels qui sont dans le monde. À moins que vous admettez que l'idée de rapport réel qui existe dans le monde soit pure fiction, comme l'entend Nietzsche plus tôt, et bien entendu. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à cette première vidéo d'introduction à la philosophie sur le thème de la connaissance. Il se peut que je revienne sur ce thème avec l'exposition d'auteurs plus modernes de la tradition dite analytique, tels que Ludwig Wittgenstein, Karl Popper ou encore Gettier avec les quatre Gettier et la question de la connaissance comme croyance vraie et justifiée. Mais en attendant, je pense que je vais changer de thème pour la prochaine vidéo et que ce sera une introduction au thème de la liberté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bonne journée.